Lettre publique de Stan Maillot, du ralliement des résistants pour la Révolution, à messieurs les officiers généraux en retraite, Didier Tauzin, Marc Bertucci, Philippe Châtenoux, André Coustou, Roland Dubois, Daniel Gromer, Christian Houdet, Michel Issa-Verden, Daniel Scheffer, à l'amiral Patrick Martin et au colonel en retraite Éric Chanas, co-signataire de la lettre écrite par le général en retraite Antoine Martinez et adressée au chef de l'État le 7 décembre 2018. Messieurs, permettez-moi de m'adresser à vous suite à l'incident rendu public qui vous implique nominativement pour chacun d'entre vous par le truchement d'une lettre publique adressée à Emmanuel Macron à propos du traité de Marrakech, s'agissant d'une trouble initiative des généraux Martinez et Pigmal. À part pour un seul d'entre vous, sous les ordres duquel j'ai eu l'insigne honneur de servir il y a longtemps, bien que pour une période trop courte et quasiment au plus bas de l'échelle, mon nom ne vous dira probablement rien. À moins que vous ayez entendu parler de Pierre Maillot, mon grand-père paternel, figure de la Résistance, Radio Londres, émission Les Français parlent au français, et ministre sous Ramadier, ayant fait voter la loi pour la liberté de la presse. Il est ceci dit possible que quelques-uns d'entre vous, messieurs, et j'en serais flatté, aient entendu parler de mon combat impossible pour la cause des enfants victimes de pédocriminalité et de trahison institutionnelle, s'agissant d'une cause pour laquelle j'ai été amené à sacrifier définitivement ma vie sociale de bon cœur. Pour cette même cause, j'ai donné naissance, il y a maintenant 10 ans, au seul mouvement insurrectionnel qui existe en Occident, le ralliement des résistants pour la Révolution. De mon modeste point de vue, ayant payé de ma personne pour pouvoir constater l'ampleur de la trahison d'État que subit le peuple de France, et donc ses enfants en premier lieu, ce genre de problématique, protection institutionnelle de la pédocriminalité, ne peut se résoudre que par un traitement radical, le plus possible en amont, c'est-à-dire par la neutralisation définitive des vendus qui occupent la nation depuis les sommets de l'État, mais aussi, pour ne pas dire surtout, depuis les coulisses du grand cirque sociétal. Car les chefs d'État de toute obédience politique ne se succèdent et se remplacent sur ce jeu truqué des partis politiques, dénoncé à juste titre par M. Tauzin, que pour trahir le peuple un peu plus gravement. Je me permettrai de rajouter à l'analyse du général Tauzin que ce qui rend vaine toute démarche citoyenne sur le jeu truqué de la politique est, en amont de tous nos maux collectifs, la mainmise sur le système sociétal par un jeu de société secrète de religion luciférienne. Cela semble d'ailleurs être un paramètre qui échappe à votre sagacité, messieurs, vu la candeur de votre démarche qui a consisté à vous joindre à la troublante initiative des généraux Martinez et Pigmal, laquelle prétendait s'adresser par courrier au sieur Macron pour tenter d'obtenir de lui qu'il renonce à signer le traité de Marrakech, comme si cet individu prenait réellement des décisions, ou comme si ceux qui les lui dictent pouvaient avoir quelques réelles préoccupations pour la France et pour l'humanité, autres que de les plonger dans le chaos. Mon grand-père Pierre Maillot, lui, a fait les frais de sa vie de cette triste réalité d'imposture sociétale que je décris. Il fut victime d'un accident de voile orchestré par le SDEC au large du Lavandou en été 1948, alors qu'il venait de faire voter la loi sur l'illusoire liberté de la presse, s'apprêtant à faire des révélations on ne peut plus bouleversantes sur les dessous odieux de la Seconde Guerre mondiale. La récupération de l'appareil politique et de l'appareil d'État par une insurrection plus que légitime sur bien des aspects est donc la seule alternative, plus que jamais d'une impérieuse nécessité. Pour autant, toutes ces années, je me suis bien gardé de faire quelque appel aux armes en direction de mes concitoyens, répugnant ce cliché de guerre civile insurrectionnelle qui, légitime ou non, ne peut que mener au massacre et en aucun cas à une victoire de la démocratie. Le ralliement des résistants pour la Révolution a sa propre stratégie, qui consiste à activer ses partisans du secteur civil avec des campagnes de communication de terrain en direction des policiers, des gendarmes et pourquoi pas aussi des soldats, afin que ce soit eux qui se décident enfin à mener ce qui tiendrait plus d'une opération de police
que d'une révolution, au sens où le large public l'entend. La démarche, en apparence extrémiste, s'inscrit comme contre-mesure au même niveau, si extrême, de notre problème collectif, et n'est pas si insensé que cela. Car, comme vous le savez, messieurs, l'insurrection est même prescrite par notre Constitution en tant que devoir sacré, du moment que le pouvoir en place viole les droits des citoyens et, a fortiori, lorsque ce pouvoir se rend trop ostensiblement coupable de haute trahison. Mais je vous avouerai mon désespoir à chaque année voir la situation de notre pays tant chéri s'aggraver, voir la déliquescence morale désagréger un peu plus notre société, et dans le même temps ne pas réussir à mener à terme mon initiative insurrectionnelle. Les années qui passent sont synonymes de destruction de familles et d'enfants, et avec, au bas mot, des centaines de milliers d'enfants pris au piège du vaste réseau pédocriminel satanique qu'est notre société et qui, arrivé à l'âge adulte, renforce de façon exponentielle les rangs de cet abominable réseau national, s'il ne vire pas, tout simplement, LGBT. L'écueil de ma démarche insurrectionnelle est localisé au niveau de ce que je veux avant tout combattre par là, et que je dénonce depuis toutes ces années, s'agissant de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Car cette thématique est bien trop perturbante pour le confort psychologique de nos concitoyens, lorsque ceux-ci ne sont bien sûr pas personnellement victimes de ce que je dénonce. Dans un tel état collectif de faiblesse d'esprit, il est si commode de crier au conspirationnisme et de se cantonner à des considérations bien terre-à-terre comme celle du prix du pétrole à la pompe ou du coût de la vie, c'est-à-dire de son propre petit pouvoir d'achat, le seul vrai pouvoir qui nous reste, s'agissant de thèmes du coup très fédérateurs. Ceci étant, si la trop maigre frange de notre société qui a entendu parler de mon combat et de mes aspirations révolutionnaires a tendance à m'étiqueter d'activiste contre la pédocriminalité, sachez, messieurs, que cet étiquetage ne me convient absolument pas. Du reste, le principe même de l'étiquetage ne me convient pas. Je dois cependant vous avertir, entre parenthèses, que l'autre étiquetage qui m'est donné par tout un courant d'obscurs détracteurs est celui de paranoïaque mythomane. Ce traitement facile est en fait le lot de toute personne qui, n'ayant pas les épaules suffisamment larges socialement parlant, croustillant euphémisme en ce qui me concerne, ose pourtant s'afficher de sa personne pour dénoncer des faits criminels abominables impliquant l'État. Et je crains fort que de façon générale, cette envergure d'épaule, si nécessaire pour ce genre de combat élémentaire, celui pour la protection de l'enfance face à ce que les sociétés secrètes en font, ne soit en fait accessible qu'à ceux de notre collectivité qui, justement, font le choix de se garder de rentrer dans ce type de problème afin de préserver une carrière prometteuse ou une retraite juteuse. J'ai, quant à moi, commencé ma vie en faisant le choix inverse, sacrifiant une carrière de sous-officier de gendarmerie, des missions et mutations interarmes au 1er RPIMA de Bayonne, afin de protéger mon intégrité face aux exactions abjectes de collègues et de supérieurs commises sur les personnes les plus vulnérables qui soient en Guyane française. Je ne prétends donc, quant à moi, qu'être à ma façon un être humain de conscience en ayant suffisamment pour ne pas admettre l'inadmissible. Je ne supporte pas ces effets des forces du mal qui jouent avec l'espèce humaine, prise au piège d'une matrice civilisationnelle résolument luciférienne, ainsi qu'avec la vie de façon générale, et je ne me résous pas à l'idée de ne pas dédier mon existence dans ce qui est le combat essentiel du bien contre le mal. Ainsi donc, il n'est pas de mal frappant notre collectivité, notre espèce ou la nature qui ne soit pas de fait pour moi une cause à défendre, à la vie, à la mort, ce qui m'incite donc à chercher à impacter ces forces du mal le plus possible en amont. Bref, aujourd'hui, je veux parler avec vous, messieurs, des événements qui se bousculent ces dernières semaines en France et vous impliquent nominativement, avec cette fameuse lettre publique à Macron à laquelle j'ai fait allusion un peu plus haut. Le problème collectif, clairement identifié par vous et contre lequel vous vous êtes dressé, est
bien plus qu'autre chose, celui de la haute trahison, de la trahison d'État, de Macron en l'occurrence. Le fait que des généraux en retraite, un amiral en retraite et un colonel en retraite sortent de leur devoir de réserve et s'exposent ainsi aux foudres du traître à la nation en le menaçant d'un putsch, doit regonfler d'espoir au bas mot quelques millions de Français, à commencer les personnels de notre armée. Car ce que le public comprend à travers cette lettre publique, c'est que le groupe de hauts cadres de notre armée, ayant ainsi posé un ultimatum au traître à la nation Macron, ne tardera pas à passer à l'action pour en libérer la France. D'une part, l'ultimatum posé par des hauts cadres de l'armée, dont personne n'imaginerait une quelconque dérobade, a été suffisamment clair pour tout le monde. Et d'autre part, Macron n'en a aucunement tenu compte, ayant commis son ultime acte de haute trahison le 10 décembre dernier, ce, malgré votre avertissement, messieurs. Ceci dit, je pense que pour autant, l'affaire n'est pas si simple. Je pense que vous n'aviez pas vraiment prévu d'aller jusqu'à vous exposer à ces sanctions administratives qui, nous le savons tous fort bien, messieurs, peuvent aller jusqu'à l'annulation pure et simple de votre retraite et même être accompagnées de poursuites judiciaires sérieuses qui peuvent avoir des effets dramatiques pour chacun d'entre vous. Ma modeste personne est bien placée pour témoigner à propos de cette instrumentalisation de la justice par une écrasante terreur d'État. Mais avant tout, si de hauts cadres de l'armée, fussent-ils en retraite ou pas, étaient réellement engagés dans un projet putschiste, je pense plutôt qu'ils se garderaient bien d'informer le traître à la nation et ne rendraient pas cela public. Car contrairement à moi, qui suis réduit à des campagnes de communication subversives pour tenter de réveiller la grande muette avec l'aide du public que je sollicite, chacun d'entre vous aurait, seul et dans le secret le plus absolu, la capacité d'organiser le soulèvement et le passage à l'action d'au moins une unité des forces spéciales pour renverser le roi Macron, probablement sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il me semble en effet que ce n'est pas un calcul erroné que de considérer qu'à l'heure actuelle, aucun militaire, policier ou gendarme ne voudrait s'opposer à une opération menée par quelques hauts cadres de l'armée visant à neutraliser celui qui plonge la France dans une rapide descente aux enfers. Le paradoxe est que je ne pense pas qu'aucun d'entre vous, messieurs, pour autant, et malheureusement pour la France, n'ait jamais eu un tel projet en tête. Si cela avait été le cas, vous ne vous seriez pas découvert en signant cette incongrue lettre publique à Macron. Par contre, je suis persuadé que ceux qui sont derrière la fumeuse initiative de cette lettre publique à Macron suivent, quant à eux, le projet d'un putsch de l'armée. En fait, il s'agirait plutôt d'un vrai faux putsch de l'armée pour lequel votre instrumentalisation à tous, messieurs, est nécessaire, ce afin de pouvoir ensuite instrumentaliser notre armée. Un vrai faux putsch de l'armée dont l'objectif réel n'est pas de libérer la France d'un traître à la nation, mais au contraire de plonger la France dans une guerre civile de religion. Ainsi, ce que je comprends de cette fameuse lettre publique est qu'elle rentre dans le cadre d'une conspiration contre la nation que je dénonce depuis des années. Une conspiration à laquelle participent de façon très active les généraux Martinez et Pigmal, auxquels je ne m'adresse donc aucunement ici, et peut-être quelques-uns du groupe de hauts cadres de l'armée auxquels, en revanche, je m'adresse ici. Je vais bien sûr étayer mes graves accusations à la suite. Mais je sais qu'en principe, aucun d'entre vous ne poursuivrait la prise de connaissance de ce message en entendant ce mot de conspiration. En l'occurrence, bien que certains d'entre vous lèveront leurs épaules étoilées par réflexe conditionné, la situation fort inconfortable dans laquelle vous avez été amené avec cette fameuse lettre publique vous incitera plutôt à aller jusqu'au bout de ma prose. Ceci dit, conspiration ou complot, messieurs, entre militaires, on appelle un chat, et on ne se perd pas en principe dans des tournures alambiquées par peur d'utiliser les mots justes. Donc, messieurs, comprenez bien que mon devoir est donc de vous faire part de la réalité de ce complot pour lequel vous me semblez être manipulés, pour ceux qui n'en seraient pas sciemment partie prenante, ce
le plus rapidement et directement possible. Ainsi, je vous prie, messieurs, de ne pas vous formaliser quant au fait que je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous, à votre petit groupe, par message vidéo publié sur Internet. Car cet avertissement doit, d'une façon ou d'une autre, vous parvenir à vous tous, messieurs, à temps. Cela à l'inverse du message que vous pensiez délivrer à Macron, et ce afin d'éviter que l'irréparable ne soit commis par vous, non pas par malfaisance de votre part, mais bien par tromperie dont je vous crois victime, au moins pour quelques-uns d'entre vous. La publication de messages vidéo est du reste, depuis mes années de lutte clandestine, entre deux incarcérations, entre deux traques, entre deux machinations judiciaires, le seul moyen que j'ai de porter mes dénonciations et alertes à nos concitoyens, quel que soit le thème traité. C'est aussi le seul moyen à m'apporter pour m'adresser aux gendarmes, aux soldats, aux policiers, lorsque tout est entrepris par les traîtres à la nation pour aggraver ce gouffre béant qu'eux et leurs commanditaires ont créé et entretenu entre les serviteurs de la nation et leur peuple. Ou encore, lorsque leurs fonctions et idéaux sont ciblés pour une énième instrumentalisation crapuleuse, comme c'est le cas pour les soldats de notre armée, dans l'affaire pour laquelle je viens vers vous, messieurs. Donc, poursuivons. Comme je viens de l'évoquer, il m'apparaît comme une évidence que votre initiative si louable soit, depuis son origine même, instrumentalisée par quelques vendus, non pas pour protéger la France de l'imminence d'un chaos, mais au contraire pour l'y plonger. De toute évidence, cette manipulation crapuleuse est exercée par deux généraux en retraite, s'agissant donc de messieurs Martinez et Pigmal. Ceci dit, il est possible que ces deux individus aient des complices insérés au milieu de vous, dans ce groupe de signataires de la fameuse lettre adressée à Emmanuel Macron sur le thème du traité de Marrakech. Ceux d'entre vous, messieurs, qui auront la présence d'esprit de réagir à ce message, éclairciront la question pour l'ensemble des citoyens et des soldats de France, déjà plongés dans une perplexité abyssale par l'incongruité de la tournure qu'a prise l'affaire de cette lettre publique. Car, en dépit de toute apparente logique, deux d'entre vous se sont rétractés suite à la publication de la fameuse lettre du général Martinez, indiquant n'avoir pas eu l'intention d'accuser le chef des armées de déni de démocratie et encore moins de l'accuser de trahison. Alors je ne suis pas le seul parmi le public saisi de l'incident, incident public, à considérer qu'il est absolument impossible que des personnes de votre calibre, de votre expérience et sens des responsabilités, aiguisées au long d'une carrière qui a maintes fois engagé de très nombreuses vies humaines, puissent ne pas avoir lu dans le détail une lettre de critique devant être adressée au prétendu chef de l'État avant d'y apposer leur signature. C'est la première réflexion que je me suis faite, pensant immédiatement à une manipulation crapuleuse de la part des deux généraux en retraite que j'avais déjà épinglés publiquement comme étant un danger pour notre pays. Manipulation crapuleuse dont la majorité d'entre vous aura été la cible. Le point qui m'a tout simplement apporté la confirmation à mon sentiment, c'est l'examen de la date inscrite sur la fameuse lettre adressée par le général Martinez à Emmanuel Macron. Cette fameuse lettre a été datée du vendredi 7 décembre 2018 et ne peut donc pas avoir été expédiée à Macron avant cette date. La lettre est-elle arrivée à l'Élysée le lendemain, le samedi 8, dans le meilleur des cas? Certainement, Emmanuel Macron était déjà parti le vendredi 7 décembre pour le Maroc, et passait-il quelques bons temps dans les Bouges de Marrakech avec quelques jeunes Marocains, le week-end précédent le jour fatidique. De toute façon, quand bien même la fameuse lettre aurait été adressée avant tout et le jour même par courrier électronique au prétendu chef de l'État, les chances que celui-ci en prenne connaissance à temps étaient quasi nulles. Celles qu'il prenne le temps de réfléchir à son contenu, impossible. Ceci dit en faisant abstraction du fait que cet individu ne réfléchit pas à ses actes, mais obéit à des ordres occultes. Bref. Or, à condition que la dite lettre ait été envoyée avec suffisamment de temps pour permettre à celui à qui elle est adressée de réfléchir à ce qu'il prévoit de faire, en l'occurrence signer ou non le traité de Marrakech le 10 décembre, les termes de cette lettre, s'agissant de la version qui a été publiée par Martinez avec vos signatures, messieurs,
sont plus semblables à un ultimatum, certes légitime, mais engageant très sérieusement les hauts cadres de l'armée dont les signatures y apparaissent, qu'à un simple avertissement citoyen. Reconnaissez-le. En revanche, les termes de cette lettre deviennent ceux d'une menace quasi ouverte de putsch, du moment que son destinataire le reçoit une fois qu'il a commis l'irréparable. Cela signifie que cette initiative de lettre co-signée par les hauts cadres de l'armée et destinée à Macron, puis rendue publique, est un coup tordu qui a consisté, d'une part, à instrumentaliser l'événement du traité de Marrakech sans aucune intention réelle de tenter d'interférer sur sa signature par Macron, et d'autre part, manipuler certains d'entre vous, messieurs, pour aboutir à la mise en scène publique d'une situation d'antagonisme irréversible entre le chef de l'État et les 13 hauts cadres de l'armée signataires de la lettre. La signature de l'ancien ministre de la Défense sert, dans le cadre de cette manipulation, à mettre en scène les apparences que l'armée française dans son ensemble serait représentée dans la démarche. L'objectif de cette manipulation, dont vous avez de toute évidence été victime pour certains d'entre vous, messieurs, me semble consister à vous mettre au pied du mur, c'est-à-dire soit de payer les conséquences de votre apparente fronde envers le chef en titre des armées, soit de vous ranger dans un projet putschiste qui vous dépasse, mais serait la seule chose telle que cela doit vous être présenté par les manipulateurs, susceptible de vous éviter de tout perdre, d'une part, mais surtout, d'autre part, d'éviter à la France de plonger dans le chaos que promet l'application du traité de Marrakech, maintenant qu'il est signé par Macron, en lisant les faits au premier degré. Or, si, dès le départ, l'intention des généraux Martinez, Pigmal et consorts n'était pas de tenter de dissuader Macron de signer ce traité, mais plutôt de vous piéger pour vous entraîner dans un plan de putsch, je ne pense pas que l'intention des manipulateurs soit véritablement de mettre en œuvre une telle contre-mesure radicale de putsch afin de protéger la France. L'esprit d'une telle manipulation, si vous me permettez de faire une image, c'est de permettre la commission d'un crime alors que l'on a une chance et les moyens de l'interdire, pour ensuite prétexter devoir appliquer des représailles qui ne ressuscitent pas la victime du crime. Ce type de procédé est dans le plus pur esprit tordu des organisateurs d'attentats sous fausse bannière du réseau Stay Behind, plus connu sous le nom de réseau Gladio, auquel je soupçonne fort Martinez et Picmal d'appartenir. Le général en retraite Antoine Martinez est connu, sachez-le messieurs, pour être un agitateur d'extrême droite cherchant à mettre de l'huile sur le feu en France en ciblant les immigrés et l'islam comme étant ennemis et menaces pour notre pays, alors qu'il est évident que l'ennemi de la France et de la paix est tout autre. Le général en retraite Christian Pigmal est de la même engeance que son comparse Martinez. Et il est à noter que tous deux, malgré des actions et des discours incitant à la haine raciale et religieuse, en principe systématiquement exagérément réprimés par la justice, semblent quant à eux bénéficier d'une impunité totale, une impunité judiciaire totale, ce qui indique une protection occulte bien en amont du pouvoir politico-judiciaire. Je fais référence ici à un pouvoir occulte omnipotent qui tire les ficelles de l'État, qui tire les ficelles de tous les chefs d'État qui se succèdent en France depuis des lustres, qui fait la pluie et le sale temps dans toutes les institutions, qui contrôle totalement l'univers politique relégué au rang de jeu truqué. Plus que d'occuper la nation, ce qui induit une notion de préliminaire infiltration ou invasion, le pouvoir occulte en question contrôle notre civilisation dite moderne depuis les sommets de sa pyramide, tout simplement parce qu'il est à l'origine de sa création. La civilisation dite moderne n'est qu'un piège luciférien majeur, en passe d'être réformée pour permettre l'installation d'un piège civilisationnel encore plus effroyable, à savoir le nouvel ordre mondial. Bref, cet ennemi intérieur, qui est en l'occurrence le danger réel pour la France et pour la paix, instrumentalise les immigrés, la crise des migrants, ainsi que le problème des immigrés de religion musulmane. Problème qui découle en fait d'une politique maléfique d'anti-gestion de l'intégration et de la paix sociale, associée à une stratégie de management de la terreur,
sur base des attentats terroristes orchestrés par Gladio et attribués au terrorisme islamiste, ceux en vue de déclencher une guerre civile de religion au niveau de l'Europe. À l'origine de cela et dans cet objectif précis, le plan de mise en chaos des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord a été déroulé par le réseau secret de l'OTAN, le réseau Gladio, instrumentalisant l'idéal de nos soldats, avec par exemple l'orchestration du printemps arabe ou l'orchestration de la guerre en Syrie. Pour en revenir aux généraux Martinez et Pigmal et à la façon dont ils vous ont manipulé, messieurs, le cadre de cette manipulation est justement celui de cette conspiration du réseau Stay Behind, visant à amener la France ainsi que l'Europe entière dans une guerre civile de religion. Je l'ai dénoncé dans certaines de mes vidéos. Il existe un courant de hauts cadres en retraite de notre armée, courant issu de l'OAS, Organisation Armée Secrète, et exploitant les fractures psychologiques causées chez de nombreux héros de cette époque douloureuse de la guerre d'Algérie, qui œuvrent dans l'ombre pour le déclenchement d'un chaos en France. Ce courant idéologique instrumentalise à la fois la ferveur chrétienne de certains cercles d'officiers de notre armée, en les montant de façon binaire contre l'islam, ainsi que l'idéal patriotique de nombreux cadres de l'armée qui n'ont pas digéré l'effroyable épisode de la guerre d'Algérie. Là, l'idéal patriotique est formellement instrumentalisé contre les immigrés nord-africains ou de pays du Moyen-Orient, que ceux-ci soient ou non insérés dans notre société française. Pour autant, la France a bien été changée en poudrière durant ces 40 années. 40 années de trahison politique dans le sillage de la trahison du général de Gaulle. Et cela est un problème effectivement des plus sérieux, si vous me passez l'euphémisme. Alors je voudrais faire un zoom rapide sur cette période de l'histoire, une histoire éternellement trafiquée. Plus qu'à votre attention, messieurs, qui connaissez cet épisode bien mieux que moi-même, à l'attention de nos concitoyens qui sont invités à voir la présente lettre vidéo et à la diffuser, tant dans les milieux musulmans, immigrés, que dans les milieux militaires et policiers. Cela me semble fondamental car il est un principe essentiel en matière judiciaire qui impose aux magistrats, en principe, de placer les événements dans leur contexte et de tenir compte de l'ordre chronologique de survenance de chaque événement pour pouvoir appréhender toute affaire. En fait, pour appréhender le monde dans lequel nous sommes pris au piège, il faut faire cet exercice nous-mêmes en considérant les événements majeurs qui se sont succédés depuis l'Empire babylonien, avec une vision critique, comme je l'ai fait pour ma part, sans redouter de se faire renvoyer dans les cordes avec la désignation de conspirationniste ou théoricien de complot. Je ne sais que trop bien à quel point nous avons tous été formatés, programmés pour considérer la grandeur de la France à travers sa prétendue histoire, pour commencer. Et là, une fois n'est pas coutume, je vais citer un grand initié qui a joué un rôle très actif en son temps. Napoléon Bonaparte nous disait qu'il revient au vainqueur d'une guerre d'en écrire l'histoire. Eh bien, c'était lui aussi un fieffé menteur. Comme mon grand-père Pierre Maillot l'avait pour sa part constaté, en fonction entre autres de ce qu'il vit sur le terrain en étant correspondant de guerre au sein de la division du général Leclerc, eh bien, ça n'est pas aux vainqueurs d'une guerre d'en écrire l'histoire, mais à ceux qui l'ont orchestrée. Pour en venir à l'épisode de la guerre d'Algérie, il s'agit d'une orchestration mise au point par le réseau Stay Behind, naissant, sans doute son premier gros coup en termes de déstabilisation d'un pays parfaitement calme. On peut et on doit comparer l'orchestration de la guerre d'indépendance de l'Algérie française à l'orchestration du printemps arabe, plus récent. Très bon exemple. Le peuple algérien ne prétendait aucunement à obtenir son indépendance de la France, et encore moins par la violence, lorsque les troubles ont éclaté en Algérie française. C'est un premier point que les immigrés algériens et descendants d'immigrés algériens doivent accepter de prendre en considération afin que l'on remette les pendules à l'heure et que l'on comprenne bien les uns et les autres. À quel point nous ne sommes, pour certains oligarques lucifériens intouchables,
qu'une matière première pour de grands massacres. Cela devrait nous aider sur un plan collectif pour la suite. Le second point essentiel à savoir dans cette rectification rapide d'une histoire trafiquée, c'est que l'armée française avait fini par saper la fausse rébellion et à rétablir le calme en Algérie française. À ce moment-là, De Gaulle, rappelé par quelques obscurs généraux pour régler un problème dont l'armée française venait en fait à bout, a décidé contre toute attente de donner l'indépendance à l'Algérie, prétextant ainsi répondre aux exigences du peuple français. Et en fait d'exigences du peuple français, il ne s'agissait là encore que d'une manipulation par quelques extrémistes gauchistes agitateurs, coordonnés avec des attentats terroristes sous fausse bannière commis en France. Ce faisant, eh bien, il s'agissait d'abandonner les populations de colons français restés en Algérie, ainsi que les innombrables soldats algériens ayant combattu pour l'Algérie française, au massacre barbare qui les attendait en Algérie, celle-ci devenant, contre toute logique, indépendante. Le général Chasles, avec quelques braves, a alors refusé d'abandonner ces populations et s'est opposé en tant que chef de guerre à la décision irrecevable d'un général de Gaulle de toute évidence manipulé comme une marionnette. Mais le général Chasles avait été rappelé de sa retraite par quelques impétrants de la conspiration contre l'Algérie française. Et ceux-ci ont fait circuler la rumeur d'un putsch en cours visant Paris, depuis Alger reconquise. Chasles avait été lâché par tout le monde, par ces mêmes généraux qu'il avait rappelés de sa retraite. Alors que pour sa part, eh bien, il avait tenu son contrat, il avait repris Alger et la région algéroise. Le général Chasles, odieusement trahi, avec ses fidèles amis, officiers et soldats, s'est alors rendu aux autorités françaises, a été emprisonné plusieurs années attendant son exécution. Puis finalement, il a été gracié par De Gaulle. Mais entre-temps, le pire avait été généré sur le sol de l'Algérie devenue indépendante. Les massacres les plus atroces, dans la lignée des barbaries qui avaient caractérisé la guerre en elle-même, avaient eu raison des dernières collectivités de Français en Algérie, de Pieds-Noirs et de Harkis restés pris au piège. Le général De Gaulle avait interdit que l'armée française, sommée de quitter l'Algérie, n'organise le rapatriement, l'évacuation de ces populations. Beaucoup de jeunes officiers et de jeunes soldats ayant vécu cet épisode d'une rare monstruosité ont été profondément traumatisés et se sont sentis affreusement coupables de cet abandon des populations civiles aux mains des pseudo-forces rebelles de l'Algérie devenue indépendante. Cette blessure est comme une cicatrice béante et suppurante, jamais refermée, pour bien des militaires français de cette époque. Cela a été par la suite instrumentalisé pour la phase numéro 2 de la conspiration, car l'orchestration de la guerre d'Algérie visait un projet bien plus vaste, la mise en chaos de la France et de l'Europe par une guerre civile de religion. C'est ainsi que la phase numéro 2 de cette conspiration s'est déclenchée très formellement avec le président Valéry Giscard d'Estaing, qui a ouvert l'immigration depuis l'Afrique du Nord et en particulier l'Algérie, comme c'est curieux, vers la France. Le prétexte à ce plan d'immigration était de favoriser l'essor de la France dans sa reconstruction d'après-guerre, Seconde Guerre mondiale, fin des Trente Glorieuses, avec une exploitation honteuse des immigrés par les entrepreneurs français. Ces années de capitalisme versées vers la mise en esclavage d'immigrés nord-africains ont d'une part ravivé et aggravé la haine des immigrés algériens, essentiellement envers leur pays d'accueil et envers les Français. D'autre part, cela a ouvert la porte au socialisme et aux années Mitterrand, le peuple étant toujours manipulé par le raisonnement binaire, passant allègrement d'un extrême politique à un autre extrême politique, d'une idéologie extrême à une autre idéologie extrême. Bref, les années Mitterrand, alliant sournoisement la culpabilisation collective à la manipulation de la pensée binaire,
permirent de faire gober la pilule à l'opinion publique manipulée quant au concept on ne peut plus frelater de discrimination positive. D'un côté, le syndrome de Stockholm était recréé de toutes pièces dans le cadre de cette manipulation collective du peuple français. De l'autre côté, les immigrés étaient incités à abuser sans limite de cette trahison politique majeure, pendant que les membres des forces armées et des forces publiques, retranchés dans une frustration croissante, rongeaient leurs freins, eux aussi pris en otage de la dite trahison politique. Ces années Mitterrand ont ainsi permis le plus gros du plan global visant à provoquer un climat général propice pour un ultérieur déclenchement d'une guerre civile de religion en France et dans toute l'Europe. Pendant toutes ces années où les Français étaient soumis à cette invasion en règle depuis l'Algérie, par des Algériens haïssant profondément la France et les Français, haine savamment entretenue et exploitée par le gouvernement occulte que je dénonce. Ceux-ci, ces Algériens, avaient l'illusion de conquérir la France, comme s'agissant d'une revanche légitime en représailles à la guerre d'Algérie, cette fausse guerre d'indépendance pour laquelle ils avaient la croyance d'avoir remporté la victoire sur l'armée française. Au fil des années, au fil des dernières décennies, la politique odieusement démagogique, d'une démagogie exclusivement tournée dans le sens de la discrimination positive, cela va de soi. De nombreux Français de souche, trahis par les dirigeants, ont développé de la haine et de la frustration, non pas contre les traîtres à la nation, malheureusement, mais contre les immigrés. Dans ce contexte, un réseau d'officiers, issus pour la plupart de l'OAS et de la plaie béante occasionnée par les horreurs de la guerre d'Algérie, s'est constitué autour d'une idéologie putschiste visant François Mitterrand, avec la finalité de nettoyer la France des zones de non-droit et des mosquées qui, entre-temps, se multiplièrent comme des champignons. Cette idéologie, que j'ai croisée dans ma jeunesse, lorsque j'étais en transition entre la gendarmerie, dont je démissionnais dégoûté, et les forces spéciales, passant par le milieu de Baguera, portait le nom de projet Alfi, Armée de libération de la France islamisée. À cette époque, n'ayant pas reconstitué l'histoire qui avait amené à la situation explosive de la France, j'avais adhéré à cette idéologie putride et rencontré quelques hauts gradés en active et en retraite, essentiellement dans les milieux liés aux forces spéciales et au service action de la DGSE. Puis, orienté par des officiers de ce canal, j'étais admis par le lieutenant-colonel Didier Tauzin au sein de l'unité spéciale qu'il commandait, le 1er PIMA de Bayonne, jusqu'à ce qu'un incident regrettable, à mon détriment, m'amène à démissionner définitivement de l'armée. J'ai alors quitté la France métropolitaine pour aller vivre sur l'île de la Réunion, laissant bien loin derrière moi la configuration explosive ayant donné naissance à cette idéologie de hauts gradés parachutistes manipulés pour une guerre de croisade en France. Pour revenir sur ce que je dénonce formellement depuis 2015, je ne cesse de dire que depuis les années 90, les officiers de groupements opérationnels de maintien de l'ordre de la gendarmerie mobile estiment que la France est en situation de guerre civile à peine contenue. Ainsi, la guerre civile à connotation religieuse serait contenue par miracle depuis une vingtaine d'années, au bas mot, alors que la dite situation explosive ne cesse de s'aggraver. Ne croyant pas au miracle, je pose donc la question numéro 1. Comment se fait-il que les banlieues n'aient pas encore explosé pour un grand djihad en France, malgré les tonnages d'armes de guerre issues des guerres des Balkans, que les traîtres se succédant à la tête de la nation ont laissé s'entasser toutes ces années dans les sous-sols de ces zones de non-droit? En effet, autre rappel que je me permets de refaire ici, en 2000, un rapport des renseignements généraux sur la dangerosité des zones de non-droit, permise par l'instrumentalisation de la notion de préservation de paix sociale, mettait en garde sur les capacités de ces zones de non-droit à pouvoir armer 3 millions d'insurgés. Qu'est-ce que les zones de non-droit attendent donc depuis tant de temps pour exploser?
Ce qui m'amène à la question numéro 2. Comment se fait-il que d'un autre côté, le projet Alfi, armée de libération de la France islamisée, ne se soit jamais matérialisé? À savoir, un putsch militaire pour virer le traître à la nation d'une période ou d'une autre de ces dernières décennies, puis dans la foulée, enchaîné sur un nettoyage de la France islamisée. Il y a eu cycliquement des rumeurs de putsch imminents sous Mitterrand, sous Sarkozy et sous Hollande, qui ont toujours fini comme un pétard mouillé, alors qu'il n'y a rien de plus redoutable pour l'État et les traîtres à la nation de cet acabit que ces unités des forces spéciales rêvant d'un putsch dont elles ont plus que les moyens. Ces deux questions qui n'en font qu'une trouvent leur réponse avec le Global Migration Pact, le traité de Marrakech. Toutes ces années, les deux forces antagonistes devant permettre l'explosion d'une guerre civile de religion en France ont été contenues par ce même pouvoir occulte qui est à l'origine, depuis l'orchestration de la guerre d'Algérie, du contexte de poudrière qu'est la France. Eh bien, le moment n'était tout simplement pas encore venu, pour la simple raison que le plan n'est pas seulement de ravager la France avec une guerre civile de religion. La France a été, en tout premier lieu, la zone d'un projet pilote qui vise l'Europe entière, pour lequel la France ne serait, en second lieu, que l'épicentre de cette guerre de religion devant embraser l'Europe, une fois celle-ci contaminée par cette même configuration explosive provoquée par une immigration massive et l'importation de terrorisme islamiste et d'idéologie djihadiste, le plus souvent téléguidée par des agents de Gladio. Avant de poursuivre avec des explications plus larges qui s'imposent et constitueront donc la seconde partie de cette vidéolettre, je souhaite, pour conclure cette première partie, revenir sur une conclusion dramatique de l'épisode de la guerre d'Algérie. Pas très longtemps après avoir tout de même été gracié de la peine de mort par De Gaulle et libéré de prison, le général Schall est mort, seul, abandonné comme un chien, d'un cancer de la gorge, probablement de désespoir, mais aussi de ne pas avoir pu exprimer sa colère, son indignation. La France entière lui apparaissait comme remontée contre lui, et il est mort dans sa solitude et sa détresse. Détresse d'homme d'honneur, de serviteur du peuple, de protecteur de la paix, dont les si nobles valeurs avaient été odieusement instrumentalisées. Pourtant, il avait bien donné le meilleur de lui-même, à contre-courant de la trahison d'État et des complotistes de Stay Behind, pour tenter de sauver des populations entières d'un grand massacre. Mais piégé par des traîtres de généraux, roulant pour les complotistes de Stay Behind, le général Schall n'avait été rappelé de sa retraite que pour voir son idéal odieusement manipulé à travers une conspiration effroyable, pour laquelle nous vivons aujourd'hui le troisième acte, pour parler vulgairement, le dindon de la farce. Et si cet homme d'honneur est mort désespéré, ce n'est pas tant pour avoir été roulé dans la boue excrémentielle par des extrémistes gauchistes roulant pour Gladio et avec lesquels De Gaulle avait pactisé. C'est plus pour n'avoir pas pu, malgré son sacrifice, éviter le grand massacre que vous savez. Ne pas avoir pu interdire ce revirement des événements qui, jamais, n'aurait dû se produire. Alors je me permets ce petit zoom, messieurs, tout particulièrement à l'attention de ceux d'entre vous qui, ne roulant pas pour Gladio, ont de toute évidence été rappelés de leur retraite pour connaître un sort analogue à celui du général Schall, pour le troisième acte de la conspiration en question. Car ceux d'entre vous qui auront participé au putsch contre Macron, orchestré par Gladio, n'entreront pas dans l'histoire comme les libérateurs de la France ayant mis Marine Le Pen au pouvoir, ce que prévoit le pouvoir occulte, mais comme les extrémistes qui auront plongé leur propre pays dans la plus effroyable des guerres civiles que l'humanité aura connues. Car le putsch de l'armée contre Macron n'est que le prétexte utilisé pour mener l'armée française à poursuivre dans son élan avec la libération de la France, cette fois de l'immigration et de l'islamisation.
Le nouvel ordre mondial pourra alors se reconstruire sur les restes encore fumants de quelques millions de Français, d'immigrés, de descendants d'immigrés, suite à ce que l'histoire retiendra comme la folie criminelle de quelques généraux catho-intégristes et à la solde d'une politicienne de l'extrême droite radicale. Vous, messieurs. Ma lettre va donc être assez longue en sa seconde partie aussi, car la mise en garde que je viens apporter à ceux qui la nécessitent parmi vous, messieurs, doit être argumentée dans le détail, afin qu'il n'y ait plus aucun doute quant à la réalité de la conspiration que je dénonce. Mon objectif à travers cet exposé n'est pas seulement d'éviter à certains d'entre vous de connaître le même sort que le général Schall, mais surtout que vous et moi, d'une façon ou d'une autre, nous interdisions le grand chaos écrit par certains pour notre pays, puis pour l'Europe entière, sur fond de massacres, de guerres de religion, d'une barbarie probablement pas encore appréhendée jusqu'ici par l'humanité. Je vais même me permettre, entre parenthèses, une mise en garde très crue et très directe à ceux d'entre vous qui sont sincères. Le fait que j'en sois réduit à dénoncer publiquement cette conspiration et à informer chacun d'entre vous qui s'y trouve pris au piège va mettre votre vie en péril, sérieux péril, dans les jours qui viennent. Bien, jusqu'à mon intervention, si je ne me trompe pas, messieurs, vous aviez le choix entre la peste et le choléra. Perdre votre retraite et subir les foudres de Macron et consorts, ou faire le jeu docilement de ceux qui vous ont manipulé et nécessitent vos profils prestigieux pour, dans le cadre de la conspiration que je dénonce, se donner l'aura que, bien que généraux en retraite, ceux-ci savent ne pas avoir pour pouvoir manipuler l'armée française. Maintenant, je viens vous proposer une troisième option, pas prévue, inadmissible pour le réseau Gladio et ceux qui sont derrière. Comme je le disais tout à l'heure, un seul d'entre vous, messieurs, suffirait à organiser une opération héroïque menée par quelques unités de nos forces spéciales, renversant Macron et sa bande de déglingués malfaisants en quelques heures, probablement sans un seul coup de feu. Et rien d'autre ne peut sauver notre pays d'un chaos imminent, à condition, bien sûr, que le traître à la nation Macron ne soit pas remplacé par un autre agent du pouvoir occulte, tel que Marine Le Pen. Car le problème d'un putsch militaire renversant Macron n'est pas le problème en soi. C'est même au contraire la seule issue dans l'urgence, mais sous certaines conditions. Si le concept d'un putsch n'est donc pas un problème en soi, mais au contraire la solution, le problème est ce qui est derrière le putsch prévu pour très bientôt, rentrant dans le cadre de la conspiration que je dénonce, ainsi que l'objectif visé par ce pouvoir occulte à travers celui-ci. Alors, première question, pertinente, importante pour tout le monde. Qui donc serait mis en remplacement de Macron dans le sillage d'un vrai faux putsch de l'armée prévu à travers la manipulation des généraux Martinez et Picmal? La réponse est, comme je l'évoquais plus haut, Marine Le Pen, marionnette de ce pouvoir occulte. Cela sera démontré dans la deuxième partie de cette lettre publique. La seconde question importante est: en quoi le scénario de la Le Pen mise au pouvoir par un putsch renversant Macron est-il autant, voire plus, désastreux que le scénario de Macron finissant son mandat et permettant l'application du traité de Marrakech en France? La réponse est: Marine Le Pen a la mission de permettre au réseau Stay Behind d'instrumentaliser l'armée française pour opérer un grand nettoyage sur le sol national, des zones de non-droit et des mosquées, ainsi que des zones de centre-ville changées en souk. L'objectif du putsch, qui est sur le point d'avoir lieu pour renverser Macron, sous les hurrahs d'un peuple éternellement manipulé, est de déclencher la guerre civile de religion en France. À noter que ce plan peut évoluer en cours de route avec, par exemple, une prise de contrôle directe de l'appareil d'État par des généraux putschistes de Gladio, zappant l'option Marine Le Pen. Car les stratèges maléfiques qui tirent les ficelles ont toujours des itinéraires bis,
pour arriver à leur fin en cas de complications de dernière minute. Espérons que la complication que j'entends pour ma part apporter n'ait pas été prévue. Si un vrai putsch de notre armée est donc notre seule issue pour contrecarrer le projet du vrai faux putsch de Gladio, la question qui ne doit pas rester en suspens est: qui accepterait la mission suicide de prendre la place de Macron une fois celui-ci renversé? La seconde question, qui ne doit pas non plus rester en suspens, est: quel est l'ensemble de mesures d'urgence que cette cible sur pattes prendra avant d'être éliminée, et qui devrait permettre à la France d'éviter de plonger dans le chaos et même la sortir de sa désastreuse situation? Pour répondre à ces deux questions primordiales, c'est là où, depuis la création du mouvement du ralliement des résistants pour la Révolution, je propose ma petite part. Cette petite part, c'est tout simplement ma vie, car je me propose de prendre la place de Macron, dans la foulée du putsch, à la tête d'un gouvernement provisoire de transition, ayant mission de permettre l'installation d'un système inédit de gouvernance citoyenne collégiale, totalement indépendant du pouvoir occulte. Le temps d'installer ce système de gouvernance collégiale citoyenne, visant à permettre au peuple de décider des lois qu'il estime bonnes pour lui. J'entends prendre en urgence les mesures suivantes. Sortie de l'ONU, afin d'une part d'annuler la signature du traité de Marrakech et d'autre part de dégager la France du plan de révolution du genre imposé par l'ONU et son consultant officiel, l'Institut Kinsey, s'agissant d'un axe clé pour le nouvel ordre mondial luciférien. Sortie de l'OTAN, retrait des troupes engagées dans les théâtres d'opérations extérieures. Sortie de l'Union européenne, expulsion du Parlement européen de Strasbourg et de ses parlementaires, destruction de la tour inachevée de Babel du Parlement européen de Strasbourg, réactivation du franc, fermeture des frontières, renforcement de la sécurité publique, réactivation du service militaire obligatoire et plan de renforcement des effectifs professionnels pour toutes les armées et toutes les armes, ainsi que renforcement des forces publiques. Opération de police avec le concours de l'armée pour neutraliser la dangerosité des zones de non-droit dans toute la France. Opération de police pour nettoyer les institutions, à commencer par l'éducation nationale et l'institution judiciaire, avec réforme de l'éducation nationale et de l'appareil judiciaire, création d'un conseil citoyen pour la scolarité publique et à domicile et d'un conseil citoyen de justice. Mise en place d'un programme national d'information dite alternative, avec recadrage de l'ensemble des médias, télévision et organes de presse, ainsi que recadrage de l'éducation nationale, avec le concours de tous spécialistes en matière de médecine alternative, d'environnement, d'écologie, d'énergie libre, etc. Création d'un organe citoyen de veille sanitaire, visant à réduire les contaminations de toute nature et les drames liés à la santé publique et à la destruction de l'environnement, dans toute la France et les DOM-TOM. Mise en place d'un système de bourse pour la scolarisation à domicile et l'encouragement des initiatives écologiques sur le budget économisé à travers la suppression de toute fonction politique et assimilée en France et au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire Sénat, Parlement, ministère, Parlement européen, etc., autre que celle de maire, et celle de chef provisoire de l'État, qui sera rémunéré au salaire minimum, jusqu'à ce que cette fonction soit tout simplement dissoute elle aussi. Enfin, ouverture avec les pays de l'Alliance bolivarienne ainsi qu'avec la Syrie, coopération militaire avec la Syrie afin de l'aider à résorber les troubles orchestrés par Gladio en son sol. Ainsi, la fonction provisoire que je prétends prendre dans le cadre de cette insurrection me conduira probablement à l'élimination pure et simple, ce avant d'avoir pu mener à terme toutes les mesures nécessaires. Mais cela doit être tenté, et pour ma part je ne vois pas de moyen plus utile que d'offrir ma vie pour la cause commune, pour l'enfance, pour le futur de l'humanité. Quant à savoir si
Moi-même, je ne suis pas un quelconque vendu, activé dans quelques stratégies par un tonnerre. La garantie que j'offre est très simple. Que ceux qui me mettent en place me protègent de leur mieux. Le temps que je vienne à bout de ma mission, ou m'exécutent eux-mêmes si je venais à tergiverser. Je ne veux pas le pouvoir pour le pouvoir, mais je veux avoir le pouvoir de pouvoir transmettre celui-ci à mon peuple. En fonction de cette troisième option que j'ai l'audace donc de vous proposer, messieurs, sachez que de toute façon, et quelle que puisse être votre décision à ce sujet, le fait d'être publiquement informé de la conspiration que je dénonce, comme je disais plus haut, vous met également en danger de mort. Car ceux qui ne se soumettront pas à la manipulation, refusant d'être plus instrumentalisés dans le cadre de la conspiration que je dénonce, eh bien ils devront être éliminés, puisque de fait ils représentent une menace potentielle trop forte pour les comploteurs du réseau Gladio. La seule contre-mesure que je vois consiste donc à prendre le taureau, vous savez, Moloch, par les cornes, pour lui tordre le cou. Ce qui, messieurs, devrait être notre objectif essentiel à tous, à vous, autant qu'à moi-même. En espérant que vous sachiez vous maintenir en vie, messieurs, je vous invite à réviser à votre niveau personnel la pertinence, donc, d'organiser un putsch tant que la fenêtre de tir se présente pour cela, c'est-à-dire tant que Macron, vilain chiffon rouge provoquant le peuple entier, reste là, à s'agiter à la tête de la nation, tant que le vrai faux putsch, planifié par Gladio, n'a pas encore eu lieu. Je vais donc, dans la seconde partie de ce message, aborder certaines questions, puis développer dans le détail certains points essentiels à la compréhension du plus grand nombre. Cette lettre étant également adressée au peuple souverain, au peuple censé être souverain, à ses soldats, à ses policiers et à ses gendarmes. Ceci est, pour conclure cette première partie, un récapitulatif des points du problème que je soulève. La manipulation de la lettre publique à Macron et qui instrumentalise vos signatures, messieurs, rentre dans le cadre de la conspiration contre la France et vise à permettre le déclenchement du projet Alfi, armée de libération de la France islamisée. Le réel objectif du projet Alfi, en instrumentalisant la foi religieuse et le patriotisme des officiers qui attendent le jour de la grande croisade et du grand nettoyage, n'est pas de libérer la France d'une quelconque islamisation ou d'une nouvelle invasion migratoire, mais de déclencher sur son sol une guerre civile de religion. Le déclenchement de la guerre civile de religion en France doit avoir lieu au bon moment, c'est-à-dire après que quelques millions de migrants aient envahi d'autres pays d'Europe à travers l'application du Global Migration Pact. Pour la France, le Global Migration Pact est, tout comme Macron, plus un chiffon rouge qu'autre chose, servant les plans des conspirateurs, car la France n'a pas besoin du Global Migration Pact pour exploser en guerre civile de religion, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ainsi, l'explosion d'une guerre civile de religion en France a pour but de générer une guerre civile de religion au niveau européen, qui probablement conduira rapidement à la Troisième Guerre mondiale et à un chaos nucléaire terminal. Ce chaos terminal est nécessaire au pouvoir luciférien qui tire les ficelles très en amont de tout cela afin d'imposer à ce qui restera de l'humanité le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, quant à lui, avec un gouvernement global unique, une religion unique, n'est en aucun cas la solution de l'humanité, mais au contraire la fin de l'humanité, qui sera prise au piège de façon définitive et irréversible d'un concept luciférien de civilisation artificielle totalement sous contrôle des suppôts de Lucifer. Voilà, messieurs, ce que j'avais à vous dire au nom de notre pays si chéri et si mal servi. D'ici quelques jours, je publierai la seconde partie de mon message à votre attention, visant à démontrer point par point la réalité de la conspiration que je dénonce et qui veut vous impliquer. Mais j'espère vous avoir suffisamment mis la puce à l'oreille, voire vous avoir convaincu, voire, pourquoi pas,
vous avoir rallié à mon projet insurrectionnel. En attendant de pouvoir prendre connaissance de la position de certains d'entre vous dans les jours à venir, je vous souhaite, messieurs, une bonne réflexion ainsi qu'une bonne année de lutte pour les intérêts du peuple de France et de la nation. Merci. Votre humble serviteur, Stan Maillot.